Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 9 avril. Ce soir, la reconquête du titre pour le Marais Poitevin. 17 ans après avoir été déchu de son appellation de parc naturel régional, le site est en passe de la récupérer. Il ne manque plus que le feu vert du ministre de l'écologie, à savoir Ségolène Royal, l'ancienne présidente du parc interrégional du Marais Poitevin. Un peu plus bruyant, mais apparemment aussi plus efficace que le composteur, les poules domestiques. Une expérience menée en ce moment dans le Nord-Vendée montre qu'on peut franchement réduire le poids de nos déchets grâce aux volatiles. Et puis à 2 jours du lancement du Printemps du Livre à Montaigu, on va aller à la rencontre d'un de ses participants. Serge Perrotin est un prof de technologie, mais son temps libre, il le passe à scénariser des bandes dessinées. La perte du titre en 1997 avait fait beaucoup de bruit. Plus de parc naturel régional pour le Marais Poitevin, dont les pompages notamment menaçaient l'assèchement. Près de 20 ans plus tard et après un premier essai avorté en 2010, la situation pourrait changer. L'autorité qui délivre le label vient en tout cas de rendre un avis favorable. Carl Laboureux. Après la Camargue, c'est la seconde plus importante zone humide de France avec ses quelques 100 000 hectares. C'est également un haut lieu touristique avec près de 800 000 visiteurs par an. Mais le Marais Poitevin est avant tout d'un grand intérêt environnemental, faunistique et floristique. Et c'est d'ailleurs grâce à cela que ce territoire pourrait retrouver le label Parc naturel régional. C'est un label qui reconnaît des territoires qui ont une certaine sensibilité sur le plan de l'environnement et pour lesquels un projet de développement durable a été construit, qui permet de préserver les richesses biologiques du territoire, mais également de favoriser des activités économiques qui sont compatibles avec la préservation de ces richesses biologiques. Un projet de développement durable qui se présente sous forme d'une charte adoptée par la quasi-totalité des acteurs et des élus, locaux, départementaux et régionaux. Une charte qui fixe pour les 12 prochaines années un programme d'action lié à la biodiversité, à l'urbanisme ou encore au développement économique. Mais pour mener à bien ces actions, des financements sont nécessaires. Outre la reconnaissance du travail accompli ces 10 dernières années et la visibilité auprès des touristes, assurer le financement, c'est donc là aussi l'un des enjeux de l'obtention du label. Les financements publics sont de plus en plus contraints. On sait que ce soit les financements européens ou les financements d'État, iront de manière sans doute privilégiée sur les espaces qui en ont le plus besoin et qui ont une certaine reconnaissance. Et le label de PNR est un de ces labels qui permettent la reconnaissance et le fléchage entre guillemets de moyens financiers plus facilement, quoi. Près de 20 ans après son retrait, le label Parc naturel régional pourrait donc de nouveau être décerné au Marais Poitevin. Après l'avis favorable du Conseil national pour la protection de la nature et de la Fédération des parcs régionaux, la balle est désormais dans le camp du ministère de l'écologie, dirigé par Ségolène Royal, ancienne présidente du parc du Marais Poitevin. La Fédération des parcs naturels régionaux a effectivement rendu en fin d'après-midi un avis favorable avec 11 voix pour et 2 abstentions. Alors plus largement, la France compte aujourd'hui 48 parcs naturels régionaux, probablement 49, donc très bientôt avec le retour du Marais Poitevin. Dans le Grand Ouest, on a notamment la Brière en Loire-Atlantique, la Brenne dans l'Indre ou encore les Landes de Gascogne en Aquitaine. À l'approche de l'été, s'il y a un régime qui fonctionne apparemment très bien, c'est celui que nous imposons à nos déchets. En Vendée, concernant les ordures ménagères, les poubelles ont perdu près de 90 kilos en 10 ans. 261 kilos en 2003, 173 en 2013. Une diète liée notamment au recyclage qui, lui, s'améliore. Nous sommes aux environs de 170 kilos par habitant aujourd'hui en moyenne. Je pense que nous pouvons encore améliorer ce chiffre parce que toutes les collectivités ne sont pas à la redevance incitative d'une part et qu'on continue, et je pense que tout le monde continuera à travailler pour le diminuer. Bon, l'objectif peut-être à 100, 110 kilos, c'est sûrement ambitieux, mais je crois que ça fait partie de la feuille de route de Trivalis et de l'ensemble de nos adhérents. Alors, il existe évidemment plusieurs manières de trier. La plus classique, c'est la séparation des cartons, du verre et des bouteilles plastiques. Mais il existe aussi le composteur, voire le lombricompost. Dans le Nord-Vendée, un test est même mené en ce moment avec des poules. Pierre Dalicieux. Préparer des carottes râpées pour ce midi.
Depuis quelque temps, la poubelle de cette mère de famille est beaucoup plus légère. Épluchures de légumes, restes de repas, tout finit dans cette boîte verte, enfin tout ou presque. Des épluchures de carottes, de légumes, puis de fruits, mais par contre on met pas les peaux de banane. Pourquoi pas les pots de banane? Parce qu'elle les mange pas. Elles, ce sont Cadette, Poulette et Choupette. Ces 3 poules font partie d'un plan de prévention des déchets organisé par le syndicat mixte de Montaigu-Roche-Servière. En tout, 37 foyers participent à cette opération et les résultats sont plutôt encourageants. Avant, on produisait 23 kilos de déchets par mois. Et là, on a une baisse à peu près de 60%. C'est énorme, oui. Énorme comme ce tas d'ordures chaque fin de matinée, un comme celui-ci est déposé par les éboueurs. L'objectif, inciter un maximum de gens à s'orienter vers une solution de tri des déchets comme les poules. On trouve ici des déchets qui viennent de différents types de foyers, de l'habitat vertical, du pavillon, et on peut imaginer que ce déchet serait réduit d'un tiers à minima si tout le monde pouvait composter ou avoir une poule chez soi. C'est encourageant, c'est un vrai levier aussi pour la collectivité pour réduire les coûts de collecte et les redevances qui sont demandées ensuite aux usagers. Et oui, car si l'aspect écologique de cette opération est séduisant, l'aspect financier l'est tout autant. Forcément, moins de déchets dans la poubelle, moins de taxes liées au ramassage. Et puis sans oublier la cerise sur le gâteau, les œufs gratuits pour toute la famille, 365 jours par an. Un mot de Fagorbrandt à présent. On disait hier soir que 4 des 5 syndicats de l'entreprise demandaient à rencontrer Arnaud Montebourg avant l'examen des offres de reprise prévu vendredi. Eh bien, c'est chose faite. Une délégation devait être reçue en début de soirée à Bercy. Les détails dans le journal de demain soir. Forte inquiétude au Secours populaire de Vendée. Un de ses principaux fournisseurs de produits frais fait l'objet de poursuites de la part de l'administration fiscale. En cause, le crédit d'impôt mécénat dont a bénéficié l'entreprise lyonnaise. Si la procédure se confirme, le Secours populaire devra mettre une croix sur 37 tonnes de dons. Simon Filippo. Depuis 2009, la société Deveau effectue des dons réguliers en fruits et légumes au Secours populaire. Des produits qui ne répondent pas aux normes de la grande distribution et qui ne sont donc pas commercialisables. Mais aujourd'hui, l'administration fiscale réclame 30 000 € à Deveau. Elle estime que les produits donnés par la société ne sont pas consommables et remet en cause le crédit d'impôt mécénat. Il faut savoir qu'actuellement, la société Deveau donne chaque année pour 37 tonnes de fruits et légumes au Secours populaire, entre autres, et que l'administration fiscale juge aujourd'hui que nous sortons des réseaux habituels et donc on devrait être taxé de 50% sur tous les dons alimentaires. Si Deveau devait effectivement débourser cette somme, la société se verrait dans l'obligation d'arrêter ses dons. Un manque à gagner énorme pour le Secours populaire qui ne comprend pas les arguments avancés par l'administration fiscale. Après le libellé de l'administration, on nous dit que les produits que Deveau nous donne sont des produits qui ne sont pas consommables. Donc c'est pas tout à fait la vérité, puisque nous, les produits sont redistribués, sont distribués aux personnes bénéficiaires, et on ne distribue pas des produits qui ne sont pas consommables. Deveau a déposé une réclamation en octobre 2013 qui a été rejetée. La société a donc fait appel auprès du tribunal administratif de Nantes. Ouais, je rentre avec. Et puis toujours concernant le monde caritatif, on apprend aujourd'hui le décès du fondateur de l'association vendéenne Pomme Cannelle, association qui s'occupe des enfants abandonnés dans les rues de Katmandou au Népal. Une structure parrainée par Yannick Jolin, le conteur originaire d'Aubigny. Hervé Lafou avait 46 ans. Une expérience similaire a déjà été menée il y a quelques semaines aux Herbiers. La voici désormais officialisée. Gendarmerie et famille rurale de Vendée travaillent maintenant main dans la main pour informer et sensibiliser les personnes vulnérables. Alcool, drogue ou encore conduite à risque pour les plus jeunes. Démarchage abusif, abus de médicaments, voire isolement pour les aînés. Le public jeune, ça sera les futurs adultes de demain. Donc à partir du moment où on commence avec les jeunes à voir avec eux, leur donner les bonnes habitudes de vie, quand ils seront en famille, ça continuera. Voilà. Et le public aîné, eh bien là c'est parce qu'on sent qu'il y a toujours des personnes qui se disent ça va être des gens plus vulnérables, on va leur faire passer tout ce qu'on veut, ils vont oublier de fermer leurs portes, leurs fenêtres parce qu'ils sont un peu âgés, voilà. Donc c'est vrai que c'est les deux publics qu'il faut vraiment cibler.
Une conférence débat sur la protection des personnes et des biens est d'ailleurs organisée la semaine prochaine au Sables d'Olonne. Rendez-vous jeudi 17 avril à 14h30, salle Audubon. En sport, direction les cours de Saint-Hilaire-de-Riez. La commune reçoit à partir de demain les championnats de France de tennis en fauteuil par équipe. Une compétition dont un des favoris est le local de l'étape, Stéphane Houdet, double vainqueur de Roland-Garros bien après Yannick Noah. L'actuel numéro 2 mondial est licencié dans la commune. Ici avec Gordon, on s'est retrouvé lundi et on est sur un programme où on s'entraîne 2h le matin, 2h l'après-midi. On s'est aussi entraîné chacun de notre côté. On a une saison qui est très chargée. On commence en janvier, on finit au mois de décembre. Donc voilà, on peut dire qu'on est fin prêt à en découdre et fier de représenter les couleurs du Tennis Club de Riez-Océan. Les championnats de France de tennis en fauteuil par équipe, c'est donc à partir de demain et jusqu'à dimanche. 7 des 10 meilleurs joueurs mondiaux sont attendus à Saint-Hilaire-de-Riez. En cyclisme, 2 étapes aujourd'hui sur le circuit de la Sarthe Pays de la Loire. Ce matin, course en ligne Ancenis-Angers. Le premier Europcar, c'est Brian Coquard à la 12e place. Et puis cet après-midi, contre-la-montre à Angers. Au classement général, le premier cycliste de la formation vendéenne, c'est ce soir Thomas Voeckler à la 23e place. La Sarthe Pays de la Loire se termine donc vendredi et puis le lendemain, direction le Vent d'Espace à Mouilleron-le-Captif. Le complexe multisport accueille ce week-end le championnat national de twirling, une discipline dont on parle peu et pourtant le twirling, c'est 1000 licenciés dans 14 clubs à travers le département. On doit mélanger de la chorégraphie, du bâton, de la gym, de l'artistique et tout ça sur un fond musical qui dure entre 2 minutes et 2 minutes 30, 3 minutes, voilà. Et on est jugé par des juges techniques et artistiques qui codifient tout ça en fonction des critères. 25 catégories, dont 9 masculines, vont être récompensées ce week-end. Le grand public peut d'ailleurs assister aux épreuves. Le programme détaillé est disponible sur le site internet du Vent d'Espace. Le week-end sera donc sportif, mais il sera également littéraire. Montaigu reçoit son 26e printemps du livre. 3 jours de rencontres et de dédicaces avec une centaine d'auteurs. Le parrain cette année, c'est le Sartois Laurent Deutsch. Et puis parmi les exposants, des pros de la bande dessinée, dont Serge Perrotin. Cyril Guillet est allé à sa rencontre. Ça fait partie des influences. Serge Perrotin écrit son premier album à l'âge de 36 ans. En 1998, la série Landscrodog voit le jour et 4 autres volumes suivront. Aujourd'hui, l'intégrale composée de 5 tomes est disponible dans toutes les bonnes librairies. Les illustrations ainsi que la mise en couleur ont été réalisées par 2 Vendéens, Gaël Séjourné et Jean Vernet. Ça, c'est une intégrale, un recueil de 5 tomes qui met en scène un agent du FBI, Lance Crodog, un flic métis, moitié indien, moitié blanc, et donc qui est partagé entre 2 cultures et qui enquête dans les réserves indiennes du sud-ouest des États-Unis. Donc ça, c'est mon premier travail qui vient d'être édité récemment là, aux éditions Sandawe, un éditeur participatif qui finance ses livres sur Internet. Avec l'arrivée de ce système de soutien participatif, les scénaristes sortent de l'ombre. Avant, seules les séances de dédicaces et les salons permettaient aux auteurs d'échanger avec leur public. Aujourd'hui, la prise de contact est instantanée. Là, j'échange régulièrement avec eux sur Internet, via la plateforme de l'éditeur qui s'appelle Sandawe. Et là, on a un contact, je dirais même presque plus intense, parce qu'on peut échanger tous les jours. Pour financer la sortie de cette intégrale, 250 internautes ont mis la main à la poche avec des sommes allant de 10 à 3 000 €. Un sésame qui permet de s'immerger dans l'univers de l'auteur et parfois même d'y mettre son grain de sel. On peut échanger au quotidien sur l'évolution des personnages, de l'histoire, les choix qui sont faits pour la couverture, on peut parler de la maquette, on peut parler de l'envers du décor, aussi la partie commerciale. Et comme ce sont des passionnés, ils sont assez friands de ce genre d'échanges et d'informations. Et c'est le 2e album qu'il fait éditer de cette manière. Et même si son activité principale reste professeur de technologie, à 52 ans, Serge Perrotin a quelques albums derrière lui, comme la série Terra Incognita, Sphère, L'Autre Terre ou El Penelo. Et encore maintenant, les projets ne manquent pas. Il y a effectivement un projet d'adaptation audiovisuelle pour une série, un diptyque qui s'appelle Au nom du fils, qui a été édité par l'édition Futuropolis Gallimard. Donc il y a une option qui a été prise par la chaîne Arte pour en faire un long métrage. Donc on travaille actuellement avec le metteur en scène Olivier Perret sur l'adaptation audiovisuelle. Et comme Serge Perrotin a des histoires plein la tête, il travaille sur le tome 3 d'une série de littérature jeunesse. Le tome 2, Les Mules de Guadalajara, devrait sortir lui courant avril. Donc voilà.
Serge Perrotin, que vous pouvez donc retrouver ce week-end sur le Printemps du Livre à Montaigu. Les prévisions météo de demain, avant de refermer ce journal, eh bien, un jeudi qui devrait à nouveau se passer sous le soleil. Les températures pourraient aussi remonter, ce qui n'exclut pas, attention, de possibles gelées blanches au petit matin. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.